Bonjour, il est 11h45, donc on va débuter la présentation. Je suis Lynne Latulip, je suis professeure, chercheur principale à la chaire en fiscalité et en finances publiques. Ça me fait plaisir au nom de toute l'équipe de la chaire de vous souhaiter la bienvenue à ce midi-conférence qui est dédiée à la fiscalité internationale. On a réuni 3 présentations sur des thèmes qui sont interreliés puis qui abordent des éléments de la réforme de la fiscalité internationale. Euh, je vais tout de suite vérifier si je peux vous partager, changer mes... Voilà. Ces 3 présentations, bon, une première, l'impact de la déclaration pays par pays sur les stratégies fiscales des entreprises multinationales canadiennes. Une partie aussi sur les données publiques de la déclaration pays par pays, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des activités des multinationales, puis un aperçu des règles de l'impôt minimum global. Donc, la séance est enregistrée. Je vous demanderai si vous avez des questions. Bon, les micros et les caméras ont été désactivés là, pour les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, dans la section des questions. On pourra y répondre au fur et à mesure ou à la toute fin, là, on va peut-être plus se concentrer ça au niveau des questions à la fin là, pour les 3 présentateurs. Euh, Sans plus tarder, en fait, ça va pour l'introduction. Je vais vous présenter Anis Maloul qui va faire la présentation sur l'impact de la déclaration pays par pays sur les stratégies fiscales des entreprises multinationales canadiennes. Anis est professeur de comptabilité et fiscalité à l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. Il détient un titre professionnel de CPA et a obtenu un doctorat en méthode de finance et de comptabilité et un post-doctorat en comptabilité de l'Université d'Ottawa. Il s'intéresse particulièrement aux sujets liés au domaine de la comptabilité environnementale, l'évitement fiscal, les paradis fiscaux, les actifs intangibles, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et la réputation de l'entreprise. Il a publié ses travaux dans de nombreuses revues académiques, dont Accounting Forum et Journal of Applied Accounting Research, et plusieurs de ces publications ont été reconnues pour la grande qualité de leurs contributions scientifiques. Et le cahier de recherche, les conclusions que Anis vous présente en ce moment, c'est en fait le cahier de recherche qui est publié aujourd'hui même, là, donc qui est disponible sur le site de la chaire. Donc, je cède la parole et le contrôle de l'écran à Anis. Merci Anis d'avoir accepté de participer au midi-conférence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran avec vous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou non. Oui, là, ça fonctionne. OK, parfait. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques pour cette invitation et pour l'appui financier qui a rendu possible la réalisation de cette étude. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de cette recherche qui porte sur l'adoption de la déclaration pays par pays des projets BEPS pour voir si elle a vraiment affecté l'évitement fiscal des multinationales canadiennes ou non. En fait, les études antérieures montrent que les taux d'imposition effectif, TE, c'est le taux d'imposition effectif des entreprises principalement multinationales, n'ont cessé de décroître au cours des dernières décennies. Il se situe largement en deçà, plus bas des taux d'imposition statutaire dans plusieurs pays, y compris le Canada. On va voir quelques exemples. Par exemple, aux États-Unis, Dyring et Hall trouve que le taux d'imposition effectif, qui est le rapport entre l'impôt sur le revenu et le bénéfice avant impôt, ça veut dire combien l'entreprise a payé d'impôts par rapport aux bénéfices qu'elle a générés. Donc, ces taux d'imposition effectifs ont baissé au fil des années. Par exemple, c'était à peu près 32% l'année 1988 et puis a chuté à peu près 26% l'année 2012. Même constat au pays de l'Union européenne, Thomson et Watson trouvent aussi que le taux d'imposition effectif des entreprises européennes aussi a baissé au fil des années. Au Japon, c'est le même constat, comme vous voyez, une baisse drastique des taux d'imposition effectif des entreprises japonaises au fil des années. Et au Canada aussi, c'est le même constat, une baisse des taux d'imposition effectif au fil des années.
Donc, comment ça a été expliqué, cette baisse des taux d'imposition effectifs? Ça a été expliqué par le fait que plusieurs entreprises, principalement multinationales, ont implanté des stratégies d'évitement fiscal qui tirent profit de l'absence de l'harmonisation fiscale à l'échelle internationale pour transférer artificiellement leurs bénéfices vers des États dont le taux d'imposition est très faible ou nul, ce qu'on appelle généralement les paradis fiscaux. Et c'est quoi le but? C'est vraiment pour s'échapper à l'impôt dans leur pays d'origine. Donc, plusieurs scandales fiscaux comme LuxLeaks, The Panama Papers, Paradise Papers, récemment Pandora Papers ont souligné l'ampleur de ces pratiques d'évitement fiscal. D'ailleurs, plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur les pratiques d'évitement fiscal de plusieurs ou certaines multinationales que vous connaissez déjà certainement, comme Amazon, Apple, Google, Starbucks. Donc, c'est quoi le problème de l'évitement fiscal? Selon l'OCDE, les stratégies d'évitement fiscal peuvent nuire aux finances publiques. Vous savez, dans une économie, les impôts sont essentiels pour financer les services publics d'un État, d'un pays, comme l'éducation, la santé, les transports publics, etc. Mais si les multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts, donc ça va certainement nuire aux finances publiques des pays. Ça pourra aussi menacer l'équité fiscale internationale, distorsionner la concurrence, peuvent conduire à des investissements inefficaces, etc. Donc, pour lutter contre ce fléau, pour lutter contre l'évitement fiscal, l'OCDE a mis en place à partir de l'année 2016 le projet BEPS. BEPS, c'est l'acronyme anglais Base Erosion and Profit Shifting. En français, érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices. On utilise l'acronyme anglais parce que c'est le terme mondialement utilisé. C'est comme le terme IFRS pour les normes comptables internationales. Et c'est quoi l'objectif du projet BEPS? C'est vraiment d'améliorer la transparence et la collaboration fiscale entre les pays. Donc, le mot-clé, c'est la transparence parce que l'un des piliers fondamentaux du projet BEPS, c'est l'action 13 DPP, déclaration pays par pays, qui permet de fournir aux autorités fiscales l'information sur la répartition géographique des bénéfices et des taxes payées par une multinationale. Par exemple, une multinationale canadienne qui a des filiales, par exemple, aux États-Unis, Vietnam, au Qatar, les îles Vierges britanniques, etc. Donc, cette multinationale doit fournir, produire une déclaration dans chaque pays où elle exerce ses activités. Donc, jusqu'à présent, 96 pays ont adopté la déclaration pays par pays, dont le Canada, ce qui en fait l'initiative mondiale pour la transparence la plus largement adoptée. De l'histoire de la fiscalité internationale, je pense qu'il n'y a jamais eu de consensus à l'échelle mondiale pour une initiative comme celle-là. Donc, à qui s'applique cette déclaration pays par pays? Parce que ça ne s'applique pas sur toutes les multinationales. Il y a deux critères. Donc, l'action 13, ce qui est la déclaration pays par pays, s'applique sur les multinationales. Donc, le premier critère, c'est il faut que ce soit l'entreprise, il faut que ce soit multinationale. Le deuxième critère, il faut qu'elle ait un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,10 milliard de dollars canadiens. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fixé en euros. C'était la décision du gouvernement fédéral du Canada. Ils l'ont fixé en euros. Pourtant, aux États-Unis, ils l'ont fixé en dollars américains. Mais anyway. Donc, pour ce seuil de 750 millions d'euros, il faut voir le chiffre d'affaires de l'année passée. Par exemple, on est en 2023, on veut voir si la multinationale est assujettie cette année à la DPP, déclaration pays par pays ou non. Il faut voir son chiffre d'affaires consolidé de l'année passée, qui est l'année 2022. Donc, et à partir de ce règlement-là, on s'est dit qu'on va examiner empiriquement si l'assujettissement à la DPP a un impact sur l'évitement fiscal des multinationales canadiennes soumises à cette obligation. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'examiner si ces multinationales pratiquent moins l'évitement fiscal depuis 2016, depuis l'adoption de la DPP ou non. Je vais sauter la revue de la littérature parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps, donc je vais aller directement à l'hypothèse. Selon la théorie de l'évasion fiscale, la décision d'un contribuable de s'engager dans des pratiques d'évitement fiscal, qu'elles soient légales ou non, en fait, parce que
pas nécessairement que l'évitement fiscal est illégal. Dans la plupart des cas, les multinationales font l'évitement fiscal en toute légalité. Donc, la décision est fonction des avantages attendus et des coûts associés. Donc, comme vous voyez, il y a une contrainte avantage-coût. Si la multinationale fait de l'évitement fiscal, quels sont les avantages, quels sont les coûts pour elle? Donc, pour les avantages, les avantages, principal avantage, c'est l'économie d'impôts. Ça veut dire que l'entreprise va payer moins d'impôts. Mais il y a aussi la symétrie d'information entre la multinationale et l'autorité fiscale compétente. Concernant les coûts, il y a les coûts de la planification fiscale, les coûts d'agence pour inciter les dirigeants à s'engager dans l'évitement fiscal, mais surtout les pénalités et les intérêts encourus en cas de contrôle fiscal et les coûts liés à la réputation. D'ailleurs, il y a plusieurs études récentes qui montrent que les multinationales qui font de l'évitement fiscal, leur réputation est affectée, pas seulement la réputation de l'entreprise, mais aussi la réputation de leurs dirigeants aussi. Donc, une modification du niveau d'évitement fiscal résulterait soit d'une réduction des avantages fiscaux attendus, soit d'une augmentation des coûts fiscaux. Si une multinationale ne fait plus d'évitement fiscal, soit parce qu'il n'y a plus d'avantages ou parce qu'il y a plus de coûts. Donc, dans cette étude, on va regarder plus l'augmentation des coûts. Selon l'OCDE qui a mis en place le projet BEPS, selon elle, la mise en œuvre de la DPP combinée à l'échange automatique des informations permet d'améliorer la transparence, ce qui peut faciliter la détection des stratégies de planification fiscale agressive par les autorités fiscales et améliorer par conséquent l'efficacité et l'efficience de l'application des lois fiscales. La théorie de l'évasion fiscale prédit en fait que la conformité fiscale et l'application de la loi augmenteront avec un risque de détection plus élevé. Ce risque de détection qui fait généralement référence au risque qu'une stratégie de planification fiscale soit détectée et évaluée par l'autorité fiscale peut augmenter si les divulgations accrues aux autorités fiscales leur fournissent de nouvelles informations. Et c'est ça, donc dans cette étude, on s'attend à ce que la déclaration payée par payé va fournir aux autorités fiscales des nouvelles informations. Et puisque les multinationales canadiennes ou les entreprises canadiennes généralement évoluent dans un environnement où le risque que la loi soit appliquée est élevé et les conséquences de la non-conformité sont importantes, cela pourra limiter la capacité des multinationales canadiennes soumises à l'obligation de la DPP de s'engager dans l'évitement fiscal après 2016. Ça veut dire après l'adoption de la DPP. Toutes choses étant égales par ailleurs, si la déclaration payée par paye augmente le risque de détection, il devrait y avoir une augmentation des coûts correspondants de stratégies de planification fiscale qui devraient à leur tour réduire le niveau de l'évitement fiscal de ces multinationales qui sont soumises à la DPP. Cela nous amène à formuler notre hypothèse comme suit. Donc, les multinationales canadiennes soumises à la déclaration payée par paye pratiquent moins d'évitement fiscal depuis 2016, depuis l'adoption de la DPP. Rapidement, la méthodologie. Pour fixer notre échantillon, la liste des multinationales canadiennes et pour lier les sociétés mères à leurs filiales, nous avons utilisé la base de données Orbis de Bureau Van Dijk et puis on est allé chercher les données comptables et fiscales de la base de données Compustat. Et puisque l'année d'application de la DPP c'est 2016, c'est qu'on avait pris 5 ans pré-adoption avant 2016 et 5 ans après 2016 jusqu'à 2020, donc pour une période totale de 10 ans. Et puis, pour bien cibler donc, ces multinationales qui sont assujetties à la DPP, on a suivi les 2 critères qui sont l'entreprise, il faut que ça soit multinational, et deuxième critère, il faut que le chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros au cours de l'année précédente. Donc, rapidement, pour le premier critère que l'entreprise, il faut que ça soit multinational, donc on avait téléchargé la liste de toutes les entreprises canadiennes ainsi que leurs filiales de niveau 1 à partir de la base de données Orbis.
et puis on avait gardé seulement les filiales de niveau 1 détenues à 50% ou plus pour avoir le contrôle. Ça, c'est plus un aspect comptable. Peut-être s'il y a des comptables qui sont avec nous, ils vont comprendre ça plus peut-être, parce que au niveau de la consolidation, pour que les états financiers de la filiale soient consolidés avec les états financiers de la société mère, il faut que cette filiale soit détenue à 50% ou plus pour avoir le contrôle de cette filiale-là. Et puis, on est allé identifier les filiales de niveau 2 à 5. En fait, on ne s'est pas arrêté aux filiales de niveau 1. Ça aurait pu être une grosse erreur si on s'est arrêté aux filiales de niveau 1 parce qu'une multinationale canadienne, elle pourrait avoir toutes ses filiales de niveau 1 au Canada. C'est seulement à partir des filiales du niveau 2, 3, 4 à 5 qu'elle pourrait avoir une présence à l'étranger. Et déjà, ça, c'est parmi les stratégies que certaines entreprises le font pour n'apparaissent pas comme multinationales. Donc, on est allé, l'avantage de la base de données Orbis, ça nous permet d'aller identifier les filiales de niveau 2 à 5. Et pour ce faire, on s'est basé sur, nous nous sommes inspirés de la méthode de calcul de Shroff et Hall qui permet de calculer en chaîne les pourcentages de détention de chaque filiale. Donc, nous, on est allé jusqu'au niveau 5, mais ici, j'ai mis juste niveau 3 parce qu'il y a un manque d'espace. En tout cas, on a calculé les pourcentages de détention de chaque filiale ou chaque niveau, les 5 niveaux, pour garder seulement donc, les filiales de niveau 2 à 5 détenues à 50% ou plus pour avoir le contrôle. On avait gardé ensuite seulement les sociétés mères ayant au moins une filiale à l'étranger. C'est ça le critère de l'entreprise, il faut que ce soit multinational. Donc, si une filiale s'avère avoir un code ISO différent de celui du Canada, donc on l'a considéré comme une multinationale. Et puis, on avait gardé seulement les multinationales publiques, ça veut dire cotées en bourse, parce que c'est presque impossible d'accéder aux données comptables et fiscales des multinationales privées qui ne sont pas cotées en bourse. Et puis, on avait gardé seulement les multinationales ayant toutes les variables pour les titres, ça veut dire variables à expliquer, explicatives et variables de contrôle. Et ensuite, puisqu'on utilise une période de 10 ans, donc on avait gardé seulement les multinationales qui ont opéré pendant toute la période de 10 ans. Concernant le deuxième critère, qui est le chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros, et comme c'est préconisé par l'Agence de revenus du Canada dans ses directives sur la déclaration pays par pays, nous avons téléchargé les taux mensuels moyens dollars canadiens contre euros publiés par la Banque du Canada. Et puis, on a télécharger aussi les taux de change dollar américain contre canadien du fait que certaines multinationales canadiennes publient leurs états financiers en dollars américains. Donc, on a fait la conversion entre dollars américains vers le canadien puis vers l'euro. Et puis, nous avons calculé les taux moyens des 12 derniers mois via une moyenne roulante. Ainsi, une multinationale dont l'exercice financier ne se termine pas le 31-12. Donc, il se voyait attribuer les taux moyens sur les 12 derniers mois avant la fin de son exercice financier. Ce qui nous donne un échantillon final de 551 multinationales. Et puis, sur cet échantillon de 551 multinationales, il y a 143 multinationales qui ont le chiffre d'affaires consolidé qui dépasse le seuil de 750 millions d'euros. Ça veut dire que ce sont les entreprises assujetties à la DPP, ce qu'on appelle l'échantillon de traitement. Le restant, ça veut dire les multinationales qui ne sont pas assujetties à la DPP. Ça, c'est l'échantillon de contrôle. Donc 408 multinationales. Et puisqu'on utilise une période de 10 ans, donc il faut multiplier par 10. Donc 143 multinationales, ça veut dire 1430 multinationales pour la période de 10 ans et ainsi de suite.
Ça, c'est la répartition sectorielle de l'échantillon. Et puisqu'on utilise des entreprises canadiennes cotées à la bourse, et comme vous savez, la réalité de la bourse canadienne, les bourses cotées les entreprises cotées à la bourse de Toronto, donc la bourse, c'est dominé par les secteurs de l'énergie, matériaux et la finance. Donc, c'est tout à fait normal. Je sais pas, je pense on n'a pas assez de temps, peut-être. Je vais aller directement au résultat et à la conclusion qui nous intéresse le plus. Donc, on avait utilisé plusieurs tests statistiques. On avait utilisé la méthode des doubles différences qu'on appelle en anglais difference and difference. Et selon les résultats, contrairement aux attentes, les multinationales canadiennes, à CGT, à la DPP, ont continué de faire de l'évitement fiscal, on continuait de faire légèrement de l'évitement fiscal, et ça, même après l'adoption de la DPP. C'est sûr que ces résultats, on l'avait trouvé pour l'échantillon global, et ensuite, on a testé les mêmes équations de régression pour chaque secteur d'activité sur les 11 secteurs d'activité GIX. Donc, on a trouvé que ces résultats sont plus conduits par les secteurs de l'énergie et matériaux et technologies, qui sont les trois secteurs les plus significatifs. Et déjà, ces trois secteurs constituent presque plus que la moitié de notre échantillon. Pour les autres secteurs, comme le secteur finance, les résultats sont non significatifs, fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas généraliser sur tous les secteurs. Mais donc, grosso modo, on peut dire que l'adoption de la DPP n'a pas un effet décisif sur l'évitement fiscal des multinationales soumises à cette obligation. Comment on va expliquer ces résultats? On est allé voir comment on pourra expliquer. Je pense que la première explication, c'est que les lois fiscales actuelles n'empêchent pas les multinationales de faire de l'évitement fiscal. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas nécessairement que les multinationales font l'évitement fiscal d'une façon illégale. La plupart, elles le font d'une façon tout à fait légale. Deuxième explication, on avait, selon les résultats, on avait remarqué que les multinationales assujetties à l'obligation de la DPP, ça veut dire les grandes multinationales qui ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros, on avait remarqué qu'ils payent déjà plus d'impôts sur leurs revenus que les autres multinationales, ça veut dire les petites moyennes multinationales qui ont un chiffre d'affaires consolidé inférieur à 750 millions d'euros, et ça avant même l'adoption de la DPP, ce qui était un peu surprenant aussi. Pour les implications, je pense que les résultats de cette étude empirique permettent de fournir une rétroaction importante aux autorités fiscales canadiennes et à l'OCDE quant à l'efficacité ou l'inefficacité, et je dirais plus que c'est l'inefficacité de l'action 13, déclaration pays par pays du projet BEPS. Ça permet aussi de leur donner une idée sur le taux d'imposition effectif des multinationales canadiennes ayant un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros avant la mise en application cette année 2023 du taux d'impôt minimum, parce que je pense que c'est le même critère qui est le 750, c'est le même seuil qui est 750 millions d'euros. Lynn et Julie vont nous parler plus tard de ce fameux taux d'impôt minimum de 15%. Et nos résultats aussi permettent d'attirer l'attention des autorités fiscales canadiennes et des autres pays sur les multinationales, ces petites ou moyennes entreprises, petites ou moyennes multinationales qui ont le chiffre d'affaires consolidé inférieur à 750 millions d'euros, parce que selon nos résultats, on avait trouvé qu'ils ont un taux d'imposition moyen d'environ 7% seulement, qui est plus bas que le 15% pour les grandes multinationales du taux d'impôt minimum. Donc, ce qui m'a amené à poser cette question, serait-il pertinent de généraliser le taux d'impôt minimum de 15% à toutes les multinationales? C'est mon avis personnel. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais je pense que les autorités fiscales canadiennes devraient mettre sous les projecteurs les multinationales qui ne sont ni assujetties à la DPP ni à l'impôt minimum. Donc, rapidement, et comme toute recherche, cette étude aussi comporte certaines limites. C'est que la première, c'est qu'on avait utilisé les multinationales, les données des multinationales publiques
ça veut dire coté en bourse seulement. Et c'est comme je vous ai dit, c'est parce que c'est presque impossible d'accéder aux données comptables et fiscales des multinationales privées qui ne sont pas cotées en bourse. Et la deuxième limite, c'est qu'on avait utilisé seulement les données des multinationales canadiennes, fait que nos résultats peuvent ne pas être généralisables aux autres pays comme les États-Unis ou les pays européens ou le Japon ou autres. Donc, des recherches futures peuvent examiner l'efficacité de l'action 13 dans d'autres pays participants comme les États-Unis, le Japon, etc. Et je pense que les recherches futures aussi, ils doivent mettre sous le projecteur les petites moyennes multinationales qui ont un chiffre d'affaires consolidé inférieur à 750 millions d'euros, qui ne sont ni assujettis à la DPP ni à l'impôt minimum, pour examiner ou pour étudier la généralisation de l'impôt minimum sur eux. Donc, et voilà, je te cède la parole, Lynn. Merci beaucoup, Anis. C'est un excellent résumé du cahier qui est très, très étoffé. J'invite les gens qui ont un intérêt là, pour cette question-là à aller décortiquer dans le cahier de recherche. Merci beaucoup, Anis. Je vais maintenant, je vous invite, là, si vous avez des questions, à les poser là, dans la section de la conversation. Puis, à la fin, on reviendra, là, que ce soit des questions pour Anis ou pour les autres présentations. Là, je vous invite à procéder comme ça. Je vais céder la parole maintenant à Julie Gosselin, qui est professionnelle de recherche à la chaire. Julie détient une maîtrise en économie de l'Université de Sherbrooke, puis elle est professionnelle à la chaire de recherche, professionnelle de recherche à la chaire depuis déjà plusieurs années. Donc, avec qui je collabore régulièrement sur ces questions-là. Donc, Julie, je te cède la parole, puis le contrôle aussi, là, si tu peux projeter ta présentation. Parfait. Et voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation en principe? Ça devrait être là, tout est correct. Oui, c'est bien. Super. Donc, c'est ça. Bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des données de la déclaration, des données publiques de la déclaration pays par pays. Qu'est-ce que ça nous dit donc sur les activités des très grandes entreprises multinationales? Anis, dans sa présentation, dans son projet de recherche, a bien regardé les effets de la déclaration pays par pays sur les pratiques, les stratégies fiscales des entreprises multinationales. Ici, là, on s'intéresse juste pour mettre un peu en contexte. Donc, comme Anis a dit, la déclaration pays par pays c'est un résultat de l'action 13 du projet BEPS. Puis l'objectif principal de cette initiative-là de l'OCDE, c'était vraiment de fournir un outil d'information pour aider les administrations fiscales à détecter et évaluer les risques de pratiques de BEPS. Mais il y avait quand même un objectif secondaire qui était là dès le départ, c'est-à-dire de contribuer à l'avancement des connaissances sur les activités générales des grandes multinationales, puis aussi à l'analyse statistique et économique du phénomène du transfert de bénéfices et l'érosion de la base d'imposition. Donc, parce qu'il n'y a pas une autre action du projet BEPS de l'OCDE s'était intéressé sur les données disponibles pour analyser ce phénomène-là. Et un des constats, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de données disponibles. Donc, l'idée d'avoir des données publiques de la déclaration pays par pays, c'était entre autres pour améliorer la compréhension des activités des grandes multinationales. Puis bon, les entreprises visées, comme Anis l'a dit, c'est les très, très grandes multinationales, donc celles qui ont un revenu consolidé d'au moins 750 millions d'euros. Donc, pour la petite histoire, donc la DPP, déclaration pays par pays, a été implantée dans 58 juridictions à sa première année d'entrée en vigueur, donc 58 juridictions de l'entité mère ultime, où il y avait des entités mères ultimes de sociétés multinationales. Puis, aujourd'hui, maintenant, il y a plus de 100 juridictions à travers le monde là, à ce moment-ci où cette déclaration-là est en vigueur. Puis, les données, dans le fond, donc les multinationales remplissent les formulaires, ça se rend aux
aux autorités fiscales, ça se rend à l'OCDE, puis ça ressort sous forme de données agrégées et anonymisées, qui étaient disponibles pour la première en 2016 pour 26 juridictions de l'entité maritime. Donc, il y en avait 58 où il y avait une obligation de déclaration, mais seulement 26 juridictions de l'entité maritime pour lesquelles on avait des données. Puis bon, avec le temps, pour les 2 éditions qui sont sorties après des données de la déclaration pays par pays, il y a eu des nouvelles données, il y a eu davantage d'entités maritimes qui sont, de pays de l'entité maritime qui sont couverts, donc 38 en 2017, puis 47 pour les données de 2018, auxquelles on va s'intéresser plus en détail. On s'intéresse plus en détail en ce moment. Donc ici, j'ai les 40, moi, en fait, l'OCDE, dans son document de Corporate Tax Statistics, explique qu'il y avait les données étaient suffisantes pour 47 juridictions de l'entité maritime pour faire des données agrégées et anonymisées. Moi, j'en ai compté pour 45 juridictions de l'entité maritime. Qui détaillent, dans le fond, des données sur les impôts payés par juridiction, les actifs, le nombre d'emplois, les revenus, donc plusieurs informations par juridiction de la filiale. Donc, le nombre de juridictions de la filiale qui sont couvertes, ça varie beaucoup d'un pays de l'entité mère ultime à l'autre. Donc, par exemple, pour la Suisse, le Japon, les États-Unis, il y a plus d'une centaine de pays de la filiale qui sont couverts, alors que pour 10 juridictions, en fait, les données sont uniquement présentées pour des groupes régionaux, continentaux, ou pour l'ensemble des juridictions étrangères. Donc, c'est le cas notamment ça, c'est le cas pour l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Hongrie, la Corée du Sud, la Finlande. Puis, dans le cas notamment du Royaume-Uni, de la Suède, les données et de l'Autriche, les données, c'est vraiment uniquement par groupes régionaux. Bon, le Canada se situe pas au niveau du détail des informations qui sont données, du nombre de pays de la filiale, dans le fond. Il y a 9 juridictions de la filiale qu'on peut identifier dans le cas des activités des multinationales, les très grandes multinationales canadiennes, des activités étrangères. Mais il y a aussi des informations qui sont présentées pour 4 groupes régionaux. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, d'abord, je vais m'intéresser aux données, aux activités de l'ensemble des groupes, de ces très grands groupes de multinationales, leurs activités au Canada. Qu'est-ce que les données nous disent? Donc, en fait, ce qu'on voit ici, j'ai présenté pour tous les pays de l'EMU pour lesquels j'avais des données. On voit le nombre de sociétés mères qui sont actives au Canada, le nombre d'entités qui sont affiliées, la valeur des actifs tangibles en milliards de dollars, les employés, ainsi que la dépense d'impôts. Ça, c'est des données qui sont de la déclaration pays par pays, qui sont assez fiables, donc qui sont les moins susceptibles d'être biaisées. Puis, dans le fond, ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, il y a 220 sociétés mères ultimes, dans le fond, canadiennes, qui sont de taille assez importante pour être soumises à l'obligation de la déclaration pays par pays en 2018. Puis, pour l'ensemble des autres multinationales, les autres sociétés étrangères qui sont actives au Canada, bien, il y en a 2250. On est capable d'identifier le pays de la société mère ultime pour 2256 sociétés mères. Donc, ça donne quand même beaucoup d'informations. Bien, ça donne quand même ça donne une idée de l'ampleur, dans le fond, des activités de ces multinationales, des multinationales qui sont assez nombreuses. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même une dizaine de pays pour lesquels on n'a pas du tout de données sur les activités canadiennes, dont notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, par exemple.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer aussi l'importance des activités des multinationales canadiennes au Canada, donc notamment le nombre d'employés, donc 1,6 million d'employés à peu près. Puis ce qu'on constate, c'est que dans le fond, l'ensemble des autres multinationales étrangères ont à peu près 1,4 million d'employés au Canada, donc c'est des chiffres assez comparables. Puis une donnée qui est également très intéressante, c'est la dépense d'impôts, dans le fond, qui est faite au Canada par juridiction de l'entité mère ultime. Puis ce que ces données-là permettent de constater, c'est que dans le fond, en 2018, 21% des recettes de l'impôt des sociétés canadiens, des recettes totales pour l'ensemble des gouvernements, provenaient des très grandes multinationales canadiennes, donc des activités canadiennes, des très grandes multinationales canadiennes, puis que 17% des recettes totales de l'IS provenaient de l'impôt des sociétés, provenaient des multinationales étrangères, dont 11% des multinationales situées aux États-Unis. Puis après ça, le reste, je pense que c'est 2%, c'est faible. Donc, c'est à peu près 2% au Pérou, puis 5%, 4-5% pour tout le reste. Pour ce qui est ensuite des activités à l'étranger, là, on va s'intéresser plus aux multinationales canadiennes, mais cette fois à leurs activités à l'étranger. Donc, j'avais montré ici qu'il y avait seulement 9 juridictions, finalement, 9 juridictions de la filiale pour les données sur les activités étrangères des multinationales canadiennes. Donc, ces juridictions-là sont présentées ici. Donc, on a États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Mexique, Chine, Australie, Espagne, Italie et France. Mais il y a aussi 4 groupes régionaux, donc autres juridictions d'Europe, autres juridictions d'Amérique, autres juridictions d'Asie et juridictions d'Afrique qui sont présentées. Puis on voit que dans certains cas, le nombre d'entités, le nombre de sociétés mères, le nombre d'entités, puis le nombre d'employés est assez significatif. Donc, quand on le regarde du côté des impôts, donc de la dépense d'impôts étrangers de l'ensemble des multinationales canadiennes, des très grandes multinationales canadiennes profitables, bien, ce qu'on constate, c'est que dans le fond, 35% de la dépense d'impôts étrangère est associée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais qu'il y a 46% des impôts qui sont associés à ces juridictions-là autres, des groupes de juridictions dont on ne connaît pas la composition. Donc, pour faire, en gros, les données publiques, la déclaration pays par pays, c'est pas comme on le constate, puis particulièrement peut-être dans le cas des activités canadiennes, c'est pas une panacée pour comprendre l'ensemble des activités étrangères et canadiennes des très grandes multinationales, mais ça représente tout de même une avancée étant donné l'inexistence de données avant, en tout cas, étant donné qu'il y avait peu de sources de données, surtout pour le Canada, avant l'implantation de la déclaration pays par pays. Les limites des données restent nombreuses cependant. Puis il y en a beaucoup qui ont été identifiées par l'OCDE eux-mêmes. Donc, l'OCDE est tout à fait transparent par rapport à la qualité de ces données-là, ce qui fait que dans certains cas, finalement, il y a certaines variables qui ne peuvent pas vraiment être utilisées, notamment pour calculer des TIE, comme ce que Anis présentait tout à l'heure. Donc, on ne peut pas utiliser ces données-là parce qu'il y a des biais potentiels sur les variables, sur les informations de profit. Mais ça devrait être réglé, comme les problèmes ont été identifiés, on peut espérer qu'ils vont être réglés dans les éditions subséquentes des données publiques, la déclaration pays par pays.
Donc, dans ce sens-là, ça constitue une source de données quand même unique sur les activités des grandes multinationales. Puis ce qu'on peut espérer, dans le fond, c'est que ce produit-là, ces données-là vont se bonifier avec le temps, puis qu'il va y avoir davantage d'informations qui pourraient peut-être éventuellement nous permettre d'évaluer les retombées, par exemple, de Globe par juridiction, parce que pour de l'impôt minimum mondial, donc les règles Globe, pour le moment, les données de la déclaration pays par pays ne nous permettent pas de faire cet exercice-là. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous poser des questions dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Julie. Effectivement, donc c'est intéressant de faire le pont. Anis a regardé l'effet de ces règles-là, de cette nouvelle divulgation-là. Après ça, qu'est-ce que ça nous donne comme information, ces nouvelles données-là de la déclaration pays par pays? C'est quand même intéressant. C'est un point de départ, puis je pense que ça va, comme je le disais, ça va se bonifier, puis on va réussir à utiliser davantage ces données-là, puis peut-être que, bon, elles seront de meilleure qualité, peut-être un peu plus aussi détaillées en ce qui concerne du côté canadien. Donc, je vais poursuivre avec la présentation. Donc, je reprends le contrôle de la présentation pour en fait vous présenter les règles, un aperçu des règles de l'impôt minimum mondial. Puis comme Julie disait, on ne peut pas carrément partir des informations dans la déclaration de pays par pays pour quantifier l'impôt minimum parce que, bon, on utilise des choses un peu différentes, puis l'information dans la déclaration pays par pays n'était pas dessinée pour ça au départ. Donc, mais ça nous donne quand même certains indices. Maintenant, on regarde quelles sont ces règles. Oups, je ne sais pas s'il y a encore un micro qui est resté allumé. Peut-être, je pense que c'est du côté de, je ne sais pas trop, j'entends du son. Donc, c'est ça, ces règles-là de l'impôt minimum mondial apportent un tout autre regard, puis c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va essayer de passer à travers, puis vous donner un aperçu du fonctionnement de ces règles-là. Je dois d'abord remercier, ce que je vais présenter en ce moment, c'est une mise à jour d'un regard qui a été publié déjà un peu plus d'1 an, sur lequel avait contribué Léa Riff, qui était auxiliaire de recherche à ce moment. Donc, j'en profite pour remercier Léa de son excellent travail. On a travaillé ça aussi avec Julie. Puis dans cette nouvelle mouture-là du regard là, qui est publiée aujourd'hui, il y a aussi Christine Ali qui a travaillé beaucoup avec nous sur ce projet-là. Donc, je remercie Léa, Julie, puis Christine là, pour le travail. Donc, l'objectif du regard, c'est en fait de vulgariser dans la mesure du possible les règles de l'impôt minimum, donc le fonctionnement de l'impôt minimum, de résumer un peu ces règles-là, puis voir finalement où est-ce que cet impôt-là pourrait être payé. Donc, l'impôt minimum mondial, l'objectif, et Anis l'a évoqué, en fait, c'est de s'assurer que les multinationales paient un minimum de 15 là, dans les juridictions où elles ont des entités. Les contribuables visés, même principe que pour la déclaration pays par pays, c'est les entreprises multinationales qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. Puis, il y a en ce moment environ près de 140 pays qui ont adhéré à ce principe-là. L'évolution, en fait, ça remonte, bon, sur la diapositive, on voit 2021, mais ça remonte vraiment avant ça. Tout ça découle quand même du fameux projet BEPS depuis 2013, qui, en fait, avait mis de l'avant 15 actions. La déclaration pays par pays faisait partie de l'action 13, là, telle qui a été parlée par Julie et Anis. Mais il y avait 15 actions dans le projet BEPS qui étaient
qui visait surtout à colmater des brèches dans le régime fiscal. Puis l'évolution a fait en sorte que les travaux ont amené au constat que finalement, il ne s'agissait pas juste de colmater des brèches, mais peut-être qu'il y avait une réforme un peu plus fondamentale à faire en fiscalité internationale pour éviter le transfert de profit, puis éviter, s'assurer que les multinationales paient un certain niveau d'impôt quelque part. Donc, on avait cet objectif-là en tête, ce qui a amené l'OCDE, dès 2019, à lancer l'idée d'une réforme avec 2 piliers, le pilier 1 et le pilier 2. Pilier 1, on ne le verra pas, mais ça s'adresse en fait en sorte de répartir les droits d'imposition aux pays de marché, ce qu'on n'avait pas auparavant dans le régime actuel. Donc, ça, c'est le pilier 1. Et le pilier 2, c'est l'impôt minimum mondial. C'est ce dont on va parler. Et là, ça a déboulé, après ça, à partir de 2019, jusqu'à arriver avec une déclaration de principe en juillet 2021 et la signature vraiment d'une déclaration de principe le 8 octobre 2021 avec un plan de mise en œuvre. Donc, les pays qui ont signé, qui étaient un peu plus de 130 à ce moment-là, en fait, adhéraient au principe et au principe aussi de mettre en place un tel impôt minimum selon un échéancier que l'OCDE présentait. En décembre 2021, ils ont publié les règles modèles. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, quelles sont ces règles-là. Ça en est suivi, évidemment, des commentaires sur ces règles-là, des consultations, d'autres commentaires, d'autres consultations. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose de simple. Les règles modèles ont amené beaucoup de discussions et des précisions qui ont dû être apportées. Et ce qui a amené en février 2023, en fait, à publier des instructions administratives, un consensus sur des instructions administratives relatives à l'implantation des règles GLOBE, qui sont en fait la mise en place de l'impôt minimum mondial. Et là, mise en œuvre, oui, on entend 2023, le Canada avait dit, bon, mise en œuvre 2023, c'était un peu ça qui était anticipé. Là, on parle d'une mise en œuvre probablement 2024. Donc, on est dans ces eaux-là. Fait que 2023 étant déjà commencé, je ne pense pas que c'est des choses qui vont s'appliquer dans les prochains mois. Est-ce que ça sera fin 2023, début 2024? Ça pourrait tourner autour de ça parce que c'est un projet quand même qui avance fondement. Le fonctionnement de toutes ces règles-là, en fait, de l'impôt minimum, c'est vraiment un ensemble de règles qui sont bien attachées les unes aux autres pour s'assurer qu'à un moment donné, quelque part, les multinationales paient de l'impôt. Donc, les règles sont vraiment construites pour s'assurer qu'il n'y ait pas, qu'on ne tombe pas en deux chaises, puis qu'il y ait le moins possible de possibilités d'échapper à cet impôt minimum-là. Il faut d'abord établir le taux effectif d'impôt par juridiction. Donc, on prend l'ensemble des entités d'un groupe multinational dans une juridiction et on regarde les revenus GLOBE, donc le bénéfice net avant impôt de l'ensemble de ces entités-là et les impôts de ces entités-là, donc les impôts sur les bénéfices, les revenus, etc. Puis ça inclut les impôts sur les sociétés étrangères contrôlées. J'y reviendrai, c'est une précision qui peut être importante dans la négociation de tout ça parce qu'on est venu attacher le régime américain là-dedans dans la dernière mouture des commentaires. Donc, on prend l'ensemble des impôts des entités dans une juridiction divisé par l'ensemble des bénéfices réalisés dans cette juridiction-là aussi, et ça nous donne le taux effectif d'impôt dans la juridiction. Et là, dans chacune des juridictions, on doit atteindre 15 %. Si on n'est pas à 15 %, ça va déclencher un impôt complémentaire. On utilise l'impôt complémentaire. Certains documents du gouvernement canadien parlent d'impôt supplémentaire. Il n'y a pas de traduction officielle encore, mais on fait référence à ce qu'on appelle en anglais le top-up tax amount. Donc, ça fait référence à quelque chose qui est complémentaire, qui s'ajoute à, mais le terme supplémentaire pourrait être utilisé aussi. Donc, cet impôt complémentaire-là, il est déterminé par le revenu GLOBE, moins une exclusion, j'y reviendrai sur cette exclusion-là, et multiplié en fait par ce qui manque pour nous ramener à 15 %. Donc, si on a une juridiction
où le taux effectif d'impôt des entités dans une juridiction, finalement, on calcule ça, on arrive à 10 bien, ça veut dire qu'il y a un manque de 5 fait que le montant d'impôt complémentaire va être le revenu globe multiplié par ce 5 %-là, ça déclenche notre impôt complémentaire. L'exclusion fondée sur la substance, c'est une exclusion qui est quand même importante. C'est qu'on se dit qu'en fait, l'impôt minimum à 15 vise principalement le rendement qui est au-delà du rendement normal. Donc, les multinationales font quand même assez régulièrement un rendement qui peut aller au-delà du rendement normal. Donc, c'est ce rendement-là qu'on veut imposer de façon minimale à 15 Le rendement normal qui, bon, à terme, va correspondre à 5 de la valeur des actifs corporels et de la masse salariale, bien, ce rendement normal-là, il est exclu, les règles globes. Donc, ce qui fait que peu importe à quel taux est imposé le rendement normal, bien, il n'est pas visé par les règles globes. On l'exclut du revenu et lui, bien, il peut être imposé à 0 là, il n'est pas du tout, il ne tombe pas sous l'application des règles globes. À payer cet impôt-là, bien, on va le voir après pour chacune des règles, mais ça peut être l'entité qui est située dans une juridiction où on a adopté un impôt complémentaire minimum national. On va revenir tout à l'heure. Ça peut être l'entité mère ultime. Donc, oui, on a déterminé dans une juridiction l'impôt complémentaire, mais après ça, qui est redevable de cet impôt-là? Bien, ça varie. S'il y a un impôt complémentaire minimum national, bien, ça va être l'entité dans la juridiction. S'il n'y a pas d'impôt complémentaire minimum, ça sera peut-être l'entité mère ultime qui, dans sa juridiction, ou une entité mère intermédiaire qui est dans une autre juridiction, ou à la limite, n'importe quelle entité du groupe. Donc, c'est là où on voit qu'on a une série de règles qui peuvent s'appliquer. Puis, en bout de ligne, bien, finalement, il y a une entité du groupe qui pourrait se retrouver à être redevable de l'impôt minimum parce que les règles sont construites là, pour s'attacher les unes aux autres. Mais toutes ces entités-là pourraient être redevables. Maintenant, il faut voir quelles sont les priorités d'application des règles. Si on y regarde une à la fois, en fait, la première règle qui était la règle qu'on considérait comme la règle générale, en fait, c'est la règle d'inclusion du revenu. Donc, ça faisait en sorte que c'est l'entité mère ultime dans tout le groupe pour toutes les filiales en dessous pour lesquelles on calcule un impôt complémentaire. C'est l'entité mère ultime dans sa juridiction qui est redevable de l'impôt dans la mesure où la juridiction où est située l'entité mère a adopté les règles globes, puis donc la règle d'inclusion au revenu, etc. C'est cette entité mère-là qui serait redevable. Si l'entité mère est située dans une juridiction qui n'a pas adopté les règles globes, bien, on va passer à l'entité mère intermédiaire et on a une approche descendante comme ça pour finalement voir si on a un groupe, on a des entités dans une juridiction où on a déclenché un impôt complémentaire, c'est l'entité mère ultime qui est redevable, puis sinon, si l'entité mère ultime est dans une juridiction où on n'applique pas les règles globes, bien, on passe à l'entité mère subséquente, etc. Donc, c'est la règle d'inclusion au revenu qui est notre espèce de règle générale. Si on prend un exemple pour illustrer ça, puis bien, vous excuserez le fait qu'on simplifie à outrance un exemple, hein, parce que, bon, évidemment, dans les multinationales, on peut parler de centaines de filiales situées un peu partout, là, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, pour illustrer le fonctionnement, on s'en est tenu à un exemple simplifié. Donc, faites abstraction de ça dans un contexte, c'est peut-être pas illustratif d'un contexte réel, mais ça démontre bien l'application de la règle. Donc, ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est à la fois le calcul de l'impôt supplémentaire ou complémentaire et l'application de la règle d'inclusion au revenu. Présumons qu'on a une société au Canada, donc une Canco, et qui détient aux États-Unis une filiale et qui a aussi une succursale aux États-Unis. Et ensuite de ça, on a une filiale au Luxembourg qui détient une filiale en France. Donc, partons de cet organigramme simplifié-là et tout de suite, on voit que si on veut calculer l'impôt complémentaire pour les entités situées aux États-Unis, bien, on va devoir tenir compte de la filiale USCO
et de la succursale. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, dans la colonne pour les États-Unis, on a un revenu de 4 millions. On a des impôts sur le bénéfice de 444 000 parce qu'on additionne les revenus, le bénéfice avant impôt de la USCO et de la succursale et les impôts sur les bénéfices de la USCO et de la succursale. On tiendra aussi compte s'il y a eu une retenue d'impôt sur un paiement de dividendes. Donc, on présume ici qu'il y a eu un paiement de dividendes de la USCO vers Canco de 100 000 et les États-Unis ont appliqué une retenue de 5 000 $. Bien, puisque le dividende provient de revenus générés aux États-Unis, on rattache cet impôt-là aux États-Unis. Ce qui fait donc qu'on a un taux effectif d'impôt aux États-Unis de 11 %, ce qui déclencherait un impôt complémentaire de 160 000 $. Et cet impôt complémentaire-là, ben dans la mesure où les États-Unis n'appliquent pas d'impôt complémentaire national, minimum national, le concept qu'on verra tout à l'heure, ben, c'est la règle d'inclusion au revenu qui s'applique et c'est donc Canco qui serait redevable de cet impôt supplémentaire-là au Canada. Ensuite de ça, si on regarde pour le cas du Luxembourg et de la France, ben, partons de la France, on a un impôt sur on a un bénéfice avant impôt de 2 millions, puis un impôt sur les bénéfices de 400 000. On a un taux effectif d'impôt de 20 %, donc on ne tombe pas, il n'y a pas d'impôt complémentaire qui est dû là. La retenue d'impôt, c'est la retenue d'impôt qui est effectuée sur le paiement de redevance. Et comme ça constitue un revenu pour la société au Luxembourg, ben, on rattache le 5 000 $ d'impôt de retenue à la source, on le rattache aux redevances dans la société Luxco. On a donc un revenu de 100 000, un impôt sur les bénéfices de 5 000, ce qui nous donne un taux effectif d'impôt de 5 %. Et là, ça déclenche un impôt supplémentaire de 10 000 $. Donc, on a un 10 % fois 100 000 d'impôt complémentaire qui serait aussi, dans ce cas-là, payable par Canco au Canada selon la règle d'inclusion au revenu. Donc, on voit que globalement, on ramène dans chacune des juridictions à 15 %, ce qui veut dire que globalement, le taux d'impôt de la multinationale peut excéder 15 %. On peut se retrouver dans ce cas-là, c'est autour de 17 % si on regarde globalement, parce qu'il y a quand même un impôt qui a été payé à 20 % quelque part. Donc, on ramène ça à un minimum de 15 % par juridiction. Maintenant, l'autre règle, parce que là, on pourrait se dire, bon, ben finalement, le Canada pourrait se dire, je n'ai pas intérêt à l'appliquer, la règle d'inclusion au revenu ou à adopter les règles globes parce que, bon, je veux que mes entreprises prennent de l'expansion à l'étranger. C'est souvent le discours qu'on utilise pour ne pas imposer davantage lorsqu'il y a de l'investissement à l'étranger. Donc, ben, je ne suis pas intéressée à aller imposer ce revenu-là parce que je veux que mes entreprises prennent de l'expansion à l'étranger, puis s'ils payent moins d'impôts à l'étranger, bon, ben c'est préférable pour économiquement, etc. Donc, il peut y avoir plein de justificatifs pour ça. Mais pour empêcher que les pays se disent, ben, je n'adhérerai pas aux règles globes parce que je veux, dans le fond, privilégier mes entreprises multinationales, bien, on a mis la règle relative au profit insuffisamment imposé qui agit comme un filet de sécurité. Là, c'est si la juridiction de l'entité mère ultime ni aucune des juridictions des entités intermédiaires applique la règle d'inclusion au revenu, puis n'ont pas mis en place d'impôt complémentaire minimum. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment adhéré aux règles globes. Bien, ça va déclencher la possibilité pour d'autres entités du groupe d'aller chercher l'impôt complémentaire. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va regarder l'ensemble des impôts complémentaires dans le groupe qui sont déclenchés dans chacune des juridictions et on va répartir cet impôt complémentaire-là entre les juridictions qui appliquent les règles globes, dont la règle sur les profits insuffisamment imposés. En fonction de leur pourcentage de la règle relative aux profits insuffisamment imposés. Et ce pourcentage-là est calculé comment? Bien, il est fonction du nombre d'employés et de la valeur des actifs tangibles dans chacune des juridictions. Ce qui fait que si on va partager entre les juridictions où il y a des employés et où il y a des actifs tangibles et où on applique les règles globes, bien, c'est ces juridictions-là qui vont recevoir, en fait, les paiements de l'impôt complémentaire. Faisons une petite illustration.
j'ai simplifié parce que, bon, on ne veut pas passer 1 heure là-dessus. Donc, je m'en suis tenue seulement dans l'exemple au taux d'impôt, au taux d'impôt effectif. Mais vous avez dans le regard, tout ça est quantifié là, pour avoir un exemple chiffré, puis vous donner un exemple de l'application de cette règle-là. Donc, prenons l'exemple ici où on aurait une société mère aux Bermudes. Présumons, Bermudes ont annoncé qu'ils adhéraient au principe et tout. Présumons que les Bermudes décident finalement de ne pas implanter les règles Globe pour les fins de cet exemple-là. Et on a une filiale au Canada qui détient elle-même une filiale aux États-Unis, une filiale au Luxembourg et une filiale en France. Taux effectif d'impôt en France, 20 %, au Luxembourg, 3 %, et ici, on voit qu'au Canada, 15 % et aux États-Unis, 10 %. Bien, étant donné que les Bermudes, dans notre exemple, n'adhèrent pas, ne mettent pas en application les règles Globe, on se retrouve avec le Canada qui applique les règles Globe. Bien, en fait, nos règles de l'approche descendante, là, que je vous disais, dans le fond, si l'entité mère ultime est dans une juridiction qui n'adhère pas aux règles Globe, c'est une entité mère intermédiaire. Bien, ici, Canco est une société mère intermédiaire. Si on applique les règles Globe au Canada, bien, c'est au Canada que l'impôt complémentaire qui est dû en raison du fait que la filiale aux États-Unis paie moins que le 15 %, bien, c'est au Canada que l'impôt complémentaire va être dû. Par la suite, bien, on a aussi ici au Luxembourg un taux d'impôt de 3 %, taux effectif d'impôt de 3 %. Donc, on a un 12 % sur les bénéfices au Luxembourg qui constitue un impôt complémentaire. Et là, où est-ce qu'on pourrait le répartir? Parce que la société mère est dans un pays où on n'a pas adhéré aux règles Globe. Bien, ça va être réparti entre Canco, USCO et Fransco en fonction de la proportion du nombre d'employés et des actifs tangibles dans chacune de ces juridictions-là. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va répartir. Puis là, bien, si le Canada a adhéré aux règles Globe, les États-Unis puis la France, bien, ils vont se partager l'impôt complémentaire en proportion des employés puis des actifs tangibles. Donc, c'est ce qui fait que bien, les Bermudes pourraient dire, bien, moi, je n'applique pas les règles Globe, mais si l'impôt est dû de toute façon quelque part, puis que finalement, c'est d'autres pays qui en bénéficient, bien, peut-être moins d'intérêt à ne pas appliquer les règles Globe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la règle sur les profits insuffisamment imposés, en fait, agit comme un filet de sécurité. Au-delà de ça, on a rajouté, avec la publication des règles en décembre 2022, est apparue la notion d'un impôt complémentaire minimum national. Donc, là, on a dit, bien, finalement, peut-être qu'on pourrait permettre à une juridiction dans laquelle, bon, finalement, le taux effectif d'impôt d'un groupe se situe en bas de 15 %, bien, la juridiction elle-même, pour éviter que ce soit l'entité mère qui paie les impôts ou que ce soit donc le pays de l'entité mère qui bénéficie des impôts ou de d'autres entités, bien, de façon nationale, on pourrait dire, OK, bien, si je n'augmenterai pas mon taux de façon générale pour tout le monde, je ne fais pas une augmentation de taux d'impôt, mais si, pour des raisons X, Y, le taux effectif d'impôt des entités d'un groupe multinational situé dans ma juridiction baisse en bas de 15 %, bien, on appliquera le 15 % de façon nationale. Donc, c'est la perspective qu'on voulait couvrir avec cet impôt complémentaire national-là. Rapidement, un petit exemple pour illustrer ça. Donc, disons qu'on a une société mère aux États-Unis, USCO, qui détient une filiale au Canada, une filiale au Luxembourg. Donc, on a Canco et Luxco. Canco qui aurait un taux effectif d'impôt de 12 % et Luxco qui aurait un taux effectif d'impôt de 3 %. Enfin, si chaque pays adhère aux règles Globe, mais aucun pays instaure un impôt complémentaire minimum national, donc une espèce d'impôt minimum domestique. Donc, si aucun des pays met ça en place, bien, en fait, l'impôt complémentaire, là, le 15 % moins le 12 % au Canada, donc 3 % des bénéfices au Canada, bien, serait payable aux États-Unis. Et la même chose pour l'impôt complémentaire déclenché au Luxembourg, bien, ce serait payable aux États-Unis. Donc, on voit que le Canada et le Luxembourg, finalement, ont intérêt à dire, bien là, si c'est les États-Unis qui vont aller récupérer l'impôt pour augmenter ça à 15 %, bien, je suis peut-être aussi bien, moi, au niveau domestique,
de mettre un impôt complémentaire minimum national. Par exemple, dans cet exemple-là, si le Canada instaure un impôt complémentaire minimum national, bien, l'impôt complémentaire qui est déclenché parce qu'on est à 12 plutôt que 15, bien, le 3 sur les bénéfices canadiens, bien, ça va être payé au Canada. Puis ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, cet impôt-là va être pris en compte, là. Donc, on va se retrouver avec un impôt complémentaire qu'on va avoir calculé à 3 fois les bénéfices, moins l'impôt complémentaire national qui est appliqué. Donc si on se ramène à 15 bien, finalement, on va être le 3 moins le 3 il n'y aura pas d'impôt complémentaire qui sera dû aux États-Unis parce que ça va avoir été payé au niveau domestique en vertu de cette règle-là. Ça vous illustre vraiment le fonctionnement que chacune de ces règles-là sont imbriquées les unes aux autres. Puis, finalement, si on avait dit au pays, mettez un impôt minimum de 15 de façon domestique, peut-être que les pays ne l'auraient pas fait. Mais là, en arrivant avec une règle d'inclusion au revenu, un filet de sécurité avec la règle sur les profits insuffisamment imposés, puis là, on leur dit, OK, mais là, il y a tout ça qui s'applique. Il y a ça au-dessus de votre tête. Fait que vous pouvez choisir de ne pas mettre un impôt minimum domestique. Mais si vous ne le faites pas, l'impôt va se retrouver à être payé pareil, mais ailleurs dans une autre juridiction. C'est un peu la façon que tout ça est imbriqué. Est-ce que c'est la fin de la concurrence fiscale entre les pays? Bon, l'avenir le dira. C'est très certainement pas la fin pour ce qui est des profits, le rendement normal, là. Donc, on a cette exclusion-là au niveau de la substance. Donc, si les pays veulent attirer des employés, donc avoir une masse salariale importante, puis avoir attiré aussi des actifs tangibles, donc des investissements dans des actifs tangibles, ça, ils pourraient à la limite mettre un taux d'impôt de 0. Donc ça, la concurrence fiscale au niveau des activités réelles puis d'un rendement normal, mais ça va demeurer. Le reste, étant donné comment tout ça est fait, peut-être que finalement, le minimum va vraiment être 15. C'est sûr qu'il y en a une concurrence fiscale parce que si les taux étaient plus hauts que 15, finalement, il y a une concurrence pour se rendre à 15, à descendre à 15. Mais il y a beaucoup de circonstances aussi où on est plus dans monter le taux à 15. Qu'en est-il des incitatifs fiscaux? C'est sûr que les règles prévoient un traitement différent selon qu'on parle d'une subvention ou un crédit remboursable ou un crédit non remboursable. Et dans le cas d'un crédit non remboursable, ça peut avoir l'impact de diminuer le taux effectif d'impôt. Puis là, si ça déclenche un impôt complémentaire, c'est sûr qu'on court-circuite un peu l'effet de nos incitatifs fiscaux. On a travaillé d'ailleurs avec Julie et Christine là, sur un article qui sera publié prochainement dans la Revue fiscale canadienne, spécifiquement sur la notion de l'impôt minimum et des incitatifs fiscaux. Il y a beaucoup d'implications. L'implantation, elle va se faire de façon unilatérale. Les pays ont adhéré au principe. L'OCDE a publié ces règles modèles-là. Puis là, elle leur dit, il faut que vous adoptiez ça dans votre législation nationale. Donc, c'est pour ça que le Canada est en consultation aussi sur comment intégrer ça. Est-ce qu'on peut véritablement intégrer ça? Est-ce qu'on contrevient à des engagements qu'on a pris dans nos conventions fiscales? Donc, il y a vraiment tout ça à voir. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'une espèce de consensus mondial? Très certainement que ces règles-là ont un effet différencié selon qu'on est un pays développé ou un pays en développement. Donc, les pays en développement, il y a des règles qu'on n'a pas regardées ici, mais qui concernent un peu plus spécifiquement les pays en développement. Donc, on essaie d'aller chercher le consensus. Ce n'est pas parfait encore parce qu'il y a des impacts différents selon le niveau de développement des pays, là, puis ce sont des importateurs, exportateurs de capitaux, etc. Les États-Unis, là, avec l'annonce récente là, en février que leur régime GILTI serait reconnu comme une espèce de régime pour les sociétés étrangères affiliées, donc pourrait être pris en compte, c'est déjà un pas pour les faire embarquer dans ce bateau-là. L'Europe, c'était un gros point d'interrogation il y a 1 an, mais avec les engagements qu'ils ont pris à l'automne, on peut penser qu'ils sont un peu plus chauds à l'idée. Donc, on devrait pouvoir voir le principe de l'impôt minimum là, voir le jour prochainement. Et là, j'ai
excédé le 20 minutes que je m'étais moi-même accordé. Je ne me suis pas autodisciplinée, mais ça conclut la présentation qu'on voulait faire. Donc, on a les impôts payés, je vois une question, là, bon, connaît-il les impôts payés dans les provinces? Bien, c'est pris en compte. Donc, quand on regarde les impôts couverts, c'est les impôts sur le revenu et ça inclut autant le revenu, l'impôt fédéral que l'impôt dans les provinces. Je ne sais pas, je regarde rapidement s'il y avait d'autres questions. Si jamais j'ai manqué des choses, je sais que Suzy aussi surveille ça, donc n'hésite pas, Suzy, à ouvrir le micro puis à nous faire part de ça. Je vois la question, et là, pourquoi le Canada ne vote pas une loi pour interdire cette pratique d'évitement fiscal pour les entreprises canadiennes? C'est ultra complexe. En fait, on a des règles au Canada, on a une règle générale anti-évitement. Dans le cadre de BEPS, on essaie d'intégrer aussi dans les conventions fiscales une espèce de règle anti-évitement générale et aussi des règles spécifiques. Fait qu'on essaie d'encadrer, mais c'est très difficile. Et ce qui peut sembler une planification qui peut sembler ne pas être acceptable dans son résultat par des gens du public parce que finalement, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, comment ça a été structuré. Bien, quand on vient pour démontrer qu'elle est contraire à l'objet de la loi, donc que oui, le texte de la loi est respecté, mais que c'est contraire et que ça abuse soit de la loi ou soit des conventions fiscales, c'est très difficile à démontrer. Cet abus-là. Puis bon, on a des décisions de la Cour suprême au Canada là, qui nous montrent que c'est pas si facile que ça à démontrer qu'on a abusé et qu'on a contrevenu à l'objet de la loi. Donc, il y a beaucoup de planification fiscale qui réussit à se faire. En ayant plus d'informations sur ce qui se fait, ben, les gouvernements peuvent choisir de fermer la porte de façon spécifique à des planifications par des règles spécifiques anti-évitement, mais ça demande du temps. Ça demande de l'information. Beaucoup d'éléments dans les actions BEPS qui visent à donner plus d'informations sur les planifications fiscales, sur la structure des multinationales à travers la déclaration pays par pays. Donc, d'arriver à mettre le doigt sur certains types de planification. Puis là, si on trouve que ces types de planification-là sont abusives, on peut y mettre fin par des règles spécifiques. Mais tout ça prend du temps, puis avoir une règle générale, bien, on en a une qui a des limites dans l'application. Je ne sais pas si Anis a un point de vue à partager là-dessus aussi. N'hésite pas à... Ben, c'est certainement que l'action 13 du projet BEPS, le but, c'est pour lutter contre l'évitement fiscal des multinationales. Les autres actions aussi du projet BEPS, il y en a beaucoup pour lutter contre l'évitement fiscal. Ben, tout le projet BEPS, c'est pour lutter contre l'évitement fiscal, mais il ne faut pas oublier que c'est un projet piloté par l'OCDE et puis ce n'est pas par le Canada. Le Canada, c'est un pays participant. Mais je pense que parce que la question ici, c'est plus une question spécifique pour le Canada, spécifiquement. Puis le Canada aussi, en fait, il y a toujours la notion de concurrence. Et là, ben, on veut que les entreprises canadiennes soient concurrentielles. Fait qu'il y a toujours une hésitation à prendre une position qui augmenterait les impôts des entreprises canadiennes sans que l'impôt des autres entreprises dans d'autres pays avec lesquelles concurrencent nos entreprises canadiennes sans que cet impôt-là aussi soit augmenté. C'est pour ça que l'impôt minimum mondial, ça vise à dire, ben, entendons-nous donc sur un minimum sous lequel on ne devrait pas descendre. Puis entendons-nous ensemble, faisons-le ensemble, en même temps. Comme ça, ben, on ne désavantage pas les entreprises d'un pays par rapport à un autre pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas en avoir manqué. Vous avez fait le tour, puis on est pas mal rendu au bout de notre temps alloué. Donc, je te laisse conclure. Parfait. Anis, je voyais, est-ce que tu avais un petit... Juste concernant la question de l'évitement fiscal, définition, je pense qu'il y avait un participant qui a demandé. Moi, la définition ce que je donne à mes étudiants en fiscalité, généralement, planification fiscale, c'est légal.
évasion fiscale, c'est illégal. L'évitement, c'est la zone grise. L'évitement fiscal, c'est la zone grise entre planification légale et évasion illégale. Tout à fait, tout à fait. Merci Anis, merci beaucoup Julie aussi pour la présentation. Donc, ça conclut le cahier de recherche de Anis sera disponible sur le site Internet de la Chaire, de même que le regard sur l'impôt minimum. Éventuellement, on va publier aussi des données, une façon de présenter les données avec les constats qu'on peut faire avec les données qui existent puis qui sont disponibles publiquement. Ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, mais je voulais vous dire aussi que en fait, les activités se poursuivent à la Chaire et le 22 février, la semaine prochaine, il y a un prochain midi-conférence sur famille et fiscalité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire à travers le site de la Chaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir.